Bonsoir, toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour de nouvelles nuits blanches en votre compagnie. 2 heures de libre antenne, 2 heures de direct pour se parler, s'écouter, partager des expériences de vie, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres. C'est sur Europe 1 du lundi au vendredi de 23h à 1h avec ce soir Asiba et Quentin qui vont vous accueillir au 39 21 sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et si un témoignage vous touche, si vous vous retrouvez dans une histoire, si vous voulez apporter votre soutien, eh bien vous pouvez le faire à tout moment en rejoignant le 39 21 choix 1, je précise parce que sinon vous tombez sur le répondeur et nous ne le consultons pas pendant l'émission. Vous pouvez également le faire par internet europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 10 25 en le commençant par le mot nuit. Bonsoir Sonia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Sonia, on s'était parlé vraiment très brièvement, on avait eu 3 minutes vendredi puisque c'était juste avant le lancement de Taratata comme tous les vendredis. Et alors vous étiez assez angoissée puisque vous nous expliquiez que vous allez subir une intervention. Bon, une intervention qui est normalement assez banale, c'est assez bénin. Vous souffrez d'un fibrome, donc c'est pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une petite tumeur bénigne au niveau de l'utérus. Et simplement, là où ça se complique, c'est que votre mère veut s'entretenir avec votre médecin. Oui, donc c'est pas la première fois qu'elle souhaite s'entretenir avec elle, puisque apparemment c'était plus pour m'aider, comme elle me disait, mais c'est vrai que moi j'en ai pas très envie parce que c'est vrai que elle trouve à redire que je n'ai pas de travail étant donné que je ne peux pas avoir de petits copains non plus, et donc moi je ne souhaitais pas qu'elle s'entretienne avec elle, et donc je me suis rendue un petit peu malade ce week-end et suite à ça, et donc je m'angoisse pas mal, et c'est vrai que c'est vrai qu'au mois de mai je vais les revoir puisque j'ai un baptême, et donc le problème c'est que j'ai peur aussi, j'angoisse par rapport aussi à ça. Vous allez revoir qui? Je vais revoir notamment mes parents puisque c'est le baptême de mon petit-neveu, et donc j'angoisse parce que je sais d'ores et déjà qu'ils vont trouver un prétexte pour me garder chez eux, et donc Oui, mais alors justement vendredi, alors, si j'ai bien compris, vous disiez que votre mère voulait non seulement s'entretenir avec votre médecin, ce qui en soi quand même déjà pose question, parce que vous n'êtes pas mineure, Sonia, vous avez 35 ans. Sonia, oui, je me disais bien qu'il y avait un problème de ligne et qu'on avait perdu Sonia. Bon, on va essayer de la rappeler, on va passer un petit peu de musique et on la rappelle. Julien Doré, Kiss Me Forever. Sonia? Oui, je suis là. Oui. Ça y est, vous avez branché votre batterie? Oui. Bon, tout va bien alors. Donc, oui, vous avez 35 ans. Donc déjà, le fait que votre mère demande à parler à votre médecin, enfin au gynécologue, elle s'immisce dans votre intimité, parce que c'est pas comme si vous étiez mineur, et là évidemment ça serait complètement différent. Oui, mais vendredi vous alliez beaucoup plus loin, puisque vous nous disiez qu'elle voulait demander, c'est là où j'avais réagi quand même, c'est fortement. L'utérus, Une hystérectomie, une ablation de l'utérus. Oui, voilà, façon à ne pas avoir d'enfant en fait. Donc
Donc c'est vrai que puis moi je suis très proche des enfants puisque je vois que la petite fille de ma sœur ça va vous paraître bête mais je la considère un petit peu comme ma fille puisque c'est vrai Ben non. qu'elle est tellement adorable et c'est vrai que je suis très proche d'elle même si on se voit pas souvent mais je l'ai assez régulièrement au téléphone et l'autre jour d'ailleurs elle m'a appelé avec ma maman et c'est mon rayon de soleil quoi et c'est vrai que de me dire que si je n'ai pas d'enfant, c'est... Mais pourquoi Voilà, vous n'en auriez pas, Sonia? parce que, étant donné que je ne travaille pas Mais et que, comme elle dit, j'ai jamais eu le droit de sortir avec un homme, donc c'est vrai pourquoi? que... Oui, mais alors justement, parlons-en. Pourquoi vous n'avez jamais le droit? Alors, pourquoi vous n'avez Ben, jamais le droit de sortir avec un homme? C'est dû à quoi ça? je ne sais pas justement parce que déjà c'est vrai que déjà j'ai pas beaucoup d'estime de moi par rapport à les phrases qu'ils me disent c'est vrai que quand je vois mes parents c'est jamais des mots agréables et c'est vrai que j'ai perdu toute confiance en moi et j'ai perdu beaucoup d'estime de moi et c'est vrai que c'est pas évident de voilà d'approcher un homme et de voilà donc parce que tout ce que des fois j'entends dire c'est que quand je les entends parler c'est les hommes n'aiment pas les femmes obèses les hommes aucun homme ne voudra de toi plus tard enfin c'est voilà donc c'est Vos ce genre parents vous de disent cela? ouais. Et c'est vrai que ça fait 35 ans que ça dure et ça fait 35 ans que j'arrive pas à me rebeller en fait. J'aimerais Hmm, pouvoir me rebeller hmm. mais je n'y arrive pas quoi. C'est Là, j'entends ça, oui. et c'est vrai que d'autres fois c'est pareil, ils ont appelé parce que j'ai perdu mon dernier emploi. Ils se sont permis d'appeler l'entreprise où j'étais en période d'essai parce que je leur ai caché que j'avais quitté mon emploi parce qu'on m'avait accusé d'une chose horrible que je n'avais pas fait et en fait j'ai fait une dépression avec une tentative de suicide Hmm. et donc ils ont appris 2 jours après ils ont appelé l'entreprise et donc Oui. et j'ai dû vivre chez mon meilleur ami pour me rassurer pendant 4 à 5 jours et donc Hmm. et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que je suis restée enfermée sur moi-même pendant les 5 jours où j'étais chez mon meilleur ami et Hmm. ça a été très très dur quoi, physiquement, moralement. Ça a été à me méfier, voir s'il n'y avait pas de voiture en entrant au bout des 5 jours devant sur le parking devant chez moi. Enfin, c'était au moindre bruit, regarder à l'œilleton dans mon immeuble. C'était vraiment voilà. C'est donc c'est jamais facile quoi. Mais écoutez, on peut comprendre à travers de toute façon l'exemple que vous nous donnez de cette intervention que vous devez subir là. Il est frappant parce que ça touche vraiment votre intimité aussi Oui, bien au sûr. sens Ouais. strict du terme, et votre mère va s'en mêler. Hein, Oui, vraiment oui. là, alors que ça ne la concerne absolument pas. Donc Oui, on voilà. voit bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle vous interdit tout droit Oui, voilà. d'avoir une vie privée. Oui, parce qu'en fait, elle estime que je ne sais pas me prendre en main, que je ne saurais pas m'occuper de moi, donc je serai incapable d'élever un enfant, et donc. Alors voilà, c'est-à-dire que vous êtes tellement, oui, mais vous voyez jusqu'où ça va, c'est-à-dire que jusqu'à ces paroles sont destructrices au possible, parce que de quel droit peut-elle vous dire ça? Parce que Oui, finalement, Puis même avec mon papa, je vois, c'est vrai que c'est pareil, les termes sont, voilà, mais c'est... extrêmement humiliant, oui, extrêmement. voilà, et puis c'est vrai qu'on s'entend pas depuis 35 ans, c'est la guerre entre nous, et j'aimerais une fois avoir un mot gentil, j'aimerais avoir un encouragement, j'aimerais avoir... mais je sais que, par exemple, il y a dernièrement, j'ai voulu me faire un plaisir puisque je suis partie à Paris pour un concert. Et ils l'ont appris 3-4 jours après par une personne que j'étais allée coucher chez la fille de la marraine de ma maman et ça n'a pas plu et il faut toujours que je sois en train de me justifier, leur dire où je vais, ce que je vais faire, etc. quoi. Donc pour moi c'est pas facile quoi. Oui, mais comme si vous étiez encore une enfant.
Oui, voilà. Comme si vous étiez encore une enfant, et donc une enfant qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais finalement, quand elle vous dit... Alors déjà, je vais quand même vous dire une chose, Sonia, parce que vous étiez extrêmement angoissée par rapport à la décision qui pouvait être prise par le médecin. Sachez que vous êtes sa patiente. Hein, c'est-à-dire, c'est pas l'avis de votre mère. D'ailleurs, il n'a même pas à recevoir votre mère. D'accord. Non. Ouais, Non, parce que le médecin est tenu au secret médical, il est tenu à la confidentialité, donc il n'a pas à donner d'informations qui vous concernent vous. D'autre part, vous imaginez bien que votre mère, si elle vient voir le médecin en demandant une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, en lui disant écoutez docteur, vous comprenez ma fille, elle n'a pas de travail, c'est pas possible qu'elle ait un petit ami, voyez, donc il faut lui enlever l'utérus. J'espère qu'elle va se faire sacrément recevoir par le médecin. Hein, en disant enfin c'est le médecin, c'est pas lui, il enlève le fibrome parce qu'il y a des raisons de le faire, parce qu'il y a des symptômes qui sont gênants pour vous, mais on n'enlève pas l'utérus à une femme qui n'a pas d'enfant. Je ne sais pas quelle est la taille de votre fibrome, mais s'il y a 14 cm. Oui, j'imagine qu'il est quand même un peu important, sinon on ne ferait pas cette intervention. Oui. Mais de là à enlever l'utérus, voyez, on n'enlève pas l'utérus comme ça à une femme qui n'a pas d'enfant. Donc, au-delà de ça, ça pose la question de votre absence totale d'intimité, d'effectivement de votre rapport à votre propre corps, c'est-à-dire que même là, hein, votre mère a la mainmise totale sur votre corps, et finalement, vous vous protégez peut-être comment ? Quand elle vous dit, au fond, c'est terrible ces paroles de dire les hommes n'aiment pas les femmes obèses, mais peut-être que au fond, là aussi, ça pose question, ce problème de surpoids, voire d'obésité dont vous me parlez, Sonia. Oui, parce que dernièrement, c'est vrai que j'avais parlé à mon oncle en disant, parce que j'étais allée, comme je suis bénévole à l'association des paralysés de France à Quimper, donc j'ai dit que j'avais fait une rencontre magnifique avec un beau jeune homme et qui commençait à s'intéresser à moi, et donc moi je m'intéressais aussi à lui, et donc il en a parlé lors d'un repas de famille quelques jours après, et donc là mon père a élevé la voix et tout de suite a tapé du poing sur la table chez mes grands-parents en disant mais ça va pas, mais il est hors de question qu'elle ait un mec, mais ça va pas, mais enfin des phrases voilà quoi, c'était blessant pour moi quoi, quelque part j'ai pris ça comme étant un échec quoi, en fait. Donc voilà. Oui, mais il y a quelque chose. Vous me dites, vous avez une sœur qui elle a une donc sœurs, ouais. Oui. Et vos sœurs, elles, ont une vie oui, de couple, une vie, des enfants. donc, de couple. Voilà, il y en a une qui s'est mariée dernièrement, et donc et l'autre un petit copain, voilà, et elle vit avec. Donc pourquoi Qu'est-ce qui fait que, selon vous, vos parents ont une telle attitude vis-à-vis de vous depuis que vous êtes enfant? Je sais pas du tout, parce qu'on m'a eu très très jeune, et c'est vrai que chaque fois, donc c'était, ils n'ont jamais confiance en moi depuis 35 ans. Je ne sais pas. J'ai toujours essayé de leur prouver que je pouvais faire de mon mieux, et dès que je parlais d'un garçon ou quoi que ce soit, c'était il était hors de question. Voilà, donc je sais pas comment expliquer ça. À quel âge vous... 15 ans. Ils avaient 15 ans tous les deux. Enfin, elle avait 15 ans quand elle m'a eu, quoi. Donc est-ce qu'elle a peur que je reproduise le même schéma? Je sais pas. Oui, mais vous m'avez dit ça, Sonia. Mais vous voyez à quel point vous êtes prise dans une histoire où vous en avez 35. Vous n'êtes pas dans le même schéma. Vous n'arrivez pas à vous défaire. Il y a quelque chose, vous êtes dans une emprise totale de vos parents. Et effectivement, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous révolter. Vous n'arrivez pas, même dans votre voix, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de... Vous décrivez des choses qui sont inadmissibles, insupportables, où il y a une violence morale. On est vraiment dans un abus de pouvoir inacceptable, hein, où finalement vous ne pouvez pas vivre votre vie. Or,
mettre au monde un enfant, élever un enfant, c'est accepter qu'il se détache de soi, Oui, qu'il puis prenne bon, de l'autonomie. Quand votre mère vous dit que vous ne pourrez pas avoir d'enfant parce que vous ne pourrez pas être une mère suffisamment bonne pour l'élever. Une mère suffisamment bonne, j'ai envie de dire, c'est une mère qui accepte de prendre de moins en moins de place pour son oui, enfant. voilà. Puis bon, il faut dire que bon, ils m'ont mis sous curatelle étant très jeune, et c'est vrai que depuis, dès que je veux me faire un petit plaisir, donc par exemple, comme je vous dis, bon, pendant 3 ans, j'avais arrêté de fumer, et là, je me suis fait un plaisir dernièrement quand je suis montée à Paris pour la première fois, et donc là, ça s'est gâté, quoi. Et voilà, il faut toujours être à se justifier, voilà. Donc pour moi, c'est pas une vie, quoi. Voilà. Donc, Vous êtes sous curatelle? ouais, je suis sous curatelle, et c'est vrai que c'est un gros inconvénient. Enfin, un gros inconvénient, sauf quand, bon, là, c'est vrai que c'était un cadeau que je me faisais vu que j'avais arrêté de fumer, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut toujours être à justifier, leur dire ce que je fais, où je vais. Et que vous font-ils payer de leur histoire? Parce que finalement, bon, ils vous ont eu jeune, votre mère, on peut penser ça n'a pas dû être simple, effectivement, de devenir mère à 15 ans. C'est comme ça adolescente, au fond, elle n'a pas eu de vie de femme, elle. Hein. Oui, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'elle n'a pas eu de vie de femme, elle vous interdit d'avoir une vie de femme. Oui, tout à Il y a fait. quelque chose où, quand vous dites peut-être qu'elle veut m'empêcher de répéter la même chose, non, vous, elle vous empêche d'avoir une vie de femme. C'est Bien sûr, différent. ouais. Elle n'a pas eu, elle est passée finalement quand on a une grossesse comme ça à l'adolescence, on bascule très vite dans le monde adulte. Donc, bon, en même temps, ils sont restés ensemble, ils ont eu d'autres enfants, donc ce qui veut dire que, au fond, ils ont construit quelque chose, vos parents. Bien sûr, Et ils ouais. s'entendent plutôt bien, en tout cas, ils s'entendent bien contre vous, Oui. au moins. Mais elle a certainement loupé certaines étapes qui sont celles de sa féminité. D'accord. Et en tout cas, vous, il y a quelque chose qu'elle vous fait payer à travers vous, puisque elle vous interdit cela. Oui, tout à fait. Elle vous barre complètement l'accès à la féminité. Mais il faut vraiment que vous arriviez à... Quand vous avez fait cette dépression avec tentative de suicide, on a dû vous proposer un suivi thérapeutique, une aide, un soutien psychologique. Il faut vraiment que vous arriviez à faire un travail sur vous-même, Sonia. Oui, je comptais le reprendre parce que... Mais c'est vital, c'est vital. Il y a tout à travailler là-dessus, Sonia. Ouais. Le rapport à votre corps, cette obésité, elle dit quelque chose aussi de ça. Ce corps que vous, finalement, vous faites en sorte, vous vous protégez, vous, de tout. Même dans le fait de dire je ne travaille pas. Là aussi, vous allez dans le sens, finalement, ne pas travailler, c'est ne pas être autonome, c'est rester dans un rapport de dépendance. Oui, bien sûr, parce que bon, moi, mon rêve, ce serait de passer mon BEP sanitaire et social, et c'est vrai que comme je n'ai pas confiance en moi suite à mon dernier échec, c'est vrai que voilà, quoi, j'ai du mal, quoi. Donc, j'ai perdu totalement pied, totalement confiance en moi, quoi, en fait. Donc, mais c'est pas étonnant. C'est pas que vous avez perdu, c'est que vous n'avez jamais eu. Ah ouais, Le socle même de votre estime de vous-même, dès le départ, a été piétiné. Oui. Dès le départ. Ben oui. Mais il est possible de le travailler, en tout cas de vous libérer comme le dit Anne, de ces phrases assassines. Parce qu'il y a des phrases assassines, véritablement. Ah oui, c'est vrai que ne serait-ce que plusieurs fois, c'est vrai que des fois c'est des phrases oh mais t'as encore grossi, mais regarde-toi, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, t'as toujours pas de boulot, et c'est vrai que ce genre de phrases ça reste dans ma tête et j'arrive pas à ce qui fait que je me venge sur la nourriture et j'arrive pas bien sûr. Voilà, oui, c'est un cercle vicieux, bien sûr. Mais en même temps, et du coup, d'ailleurs vous dites je n'ai jamais le droit de sortir avec un homme. Or, ce droit, c'est vous qui pouvez vous le donner.
Mais pour le moment, vous ne pouvez pas parce que vous êtes dans une image de vous-même trop abîmée Ouais. de l'intérieur. Mm. C'est de l'intérieur, c'est-à-dire l'image que vous avez de vous, ce corps, enfin vous vous détestez, on vous a appris à vous détester. Et c'est vrai que je vois une fois en 2007, j'ai rencontré quelqu'un de connu et bon avec qui c'était un acteur et une série que j'ai pu rencontrer par gentillesse et on a énormément sympathisé et c'est vrai qu'il m'a appris à me remonter en estime de moi. Il m'a fait faire les boutiques, il m'a énormément aidé et c'est vrai que pendant 2-3 jours, je me suis sentie être une femme, une vraie femme pour une première fois et je l'ai remercié quoi parce que c'était pas évident pour moi de face à un homme comme ça. C'est vrai que c'était, mais je m'étais lancé un défi et j'étais fière de moi parce que je l'avais réussi et depuis c'est vrai que je suis redescendue en estime de moi-même quoi en fait donc voilà. Je vais vous lire parce que votre témoignage suscite beaucoup de réactions, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a Flo évidemment qui dit mais enfin Sonia, vous avez quand même le droit de vivre votre propre vie. Il y a Salomon qui dit le moins que l'on puisse dire à cette mère véritablement castratrice serait qu'il est préférable de couper le cordon ombilical nécrosé et nécrosant plutôt que l'hystérectomie. Il est temps de vous émanciper. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais elle refuse totalement que je coupe le cordon, quoi. Oui, elle refusera. Mais moi, Sonia, je me sens prête à le faire. Mais... Non, pour le moment, effectivement, je vous sens pas prête à le faire. Il va vous falloir de l'aide. Il va vous falloir il est temps que vous repreniez vraiment un travail là. Et c'est compréhensible, hein, Sonia. Un tel poids sur vous, et j'utilise volontairement le mot, hein, c'est vraiment depuis l'enfance. Vous pouvez pas vous en libérer toute seule. D'accord. Donc il est important de vous faire aider là. Donc, il faut que je reprenne la thérapie, en fait. Ah oui, vraiment. Vous aviez commencé, ça se passait bien avec la personne? Ça se passait bien, sauf que c'est vrai que j'avais du mal à m'exprimer. Je gardais tout au fond de moi, en fait. Je sortais petit mot par petit mot, mais puis bon, souvent ça m'arrivait de craquer et comme j'ai honte de craquer, comme dans ma famille, on ne craque pas facilement. Donc c'est vrai que je sortais souvent dehors parce que j'avais honte que la personne me voit comme ça. Donc voilà quoi. Donc au bout d'un an, j'ai arrêté parce que voilà. Mais ça se comprend que vous craquiez, enfin que, étant donné l'univers dans lequel vous avez grandi, Sonia, vous ne pouvez que craquer. Et tant mieux si ça se fissure. Tant mieux. Il vaut mieux que vous craquiez dans l'espace de la thérapie. Vous n'avez pas à avoir. Il vaut mieux que toutes ces... le problème, c'est que c'est ça, il y a la honte de vous-même. Donc, il vaut mieux qu'elle puisse s'exprimer, que finalement, que ça se retourne comme où vous vous réfugiez dans la nourriture, où vous abîmez un peu plus davantage, finalement, en vous disant que vous êtes nul. Depuis l'enfance, on vous a donné cette image de vous-même. Oui. Donc en thérapie, il est important de dire, de petit à petit détruire cette image que vous avez de vous, de quelqu'un de nul, et de retrouver de l'estime pour vous. Donc oui, ça va passer par des phases difficiles, ça va passer par des phases où effectivement des pleurs, mais ça fait partie de la thérapie, ça fait partie de la construction.
Oui, puis en plus, bon, c'est vrai qu'en 2007, j'ai perdu mon grand-père fétiche, et c'est vrai qu'un an après, c'est vrai que je me suis, en retournant sur sa tombe avec mes parents, je me suis de nouveau mise à craquer parce que j'ai quand même mis 3 ans à faire le deuil, et c'est vrai que mes parents, m'ont tout de suite dit, mais arrête de pleurer, il a été libéré, il souffre plus, mais arrête de pleurer, mais t'es qu'une pleurnicheuse. Bon, C'est terrible. Même ça, vous n'aviez pas, ils ne respectaient pas votre peine. Non, et c'est vrai que... Même là, dans votre chagrin. Ouais, ils sont d'une violence terrible. Hein. C'est vrai que... Ouais, ils vous ont pris pour cible. Déjà, c'était votre grand-père paternel ou maternel? Oui, paternel. Ouais. Oui. Et lui vous a témoigné de l'affection? Ah oui, c'était vraiment, j'ai des super moments avec lui, et franchement, et j'ai pris ça comme étant, parce qu'en fait, on m'a caché la vérité qu'il était malade, et on me l'a dit que, bon, quelques jours avant sa mort, et ça a été, pour moi, j'ai pas eu le droit de le voir tout de suite, et j'ai le droit de le voir quelques jours après en chambre mortuaire, et c'est vrai que ça a été très très difficile pour moi, et je le reconnaissais pas, et c'est vrai que ça a été très très dur pour moi, quoi, parce que physiquement, moralement, j'avais l'impression qu'il m'abandonnait, donc j'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi, donc et c'est vrai que je l'ai très mal vécu, et j'ai fait une dépression, et je l'ai très très mal vécu, et c'est vrai que c'était très dur, quoi. Et j'ai quand même mis 3 ans à faire le deuil, mais voilà, c'est toujours difficile, quoi, de craquer. Mais oui, parce que c'était quelqu'un qui vous aimait, qui était tendre avec vous, et qui me faisait beaucoup rire, qui était vraiment quelqu'un de grand, et c'est vrai que dans la famille, bon, on n'a pas trop le droit de craquer, et c'est vrai que ça a été difficile pour moi voilà, donc alors, encore des messages qui arrivent. Il y a Anne qui dit: pourquoi la curatelle? Il faudrait déjà sortir de ça. C'est vrai que quand vous vous sentirez un petit peu plus solide, ça sera important de voir comment sortir de ce système. Parce qu'il y a Julie qui dit: c'est ahurissant d'entendre ce que vous subissez. Vos parents vous sous-estiment, vous humilient depuis si longtemps, et pourtant, quand on vous entend, vos propos sont on ne peut plus sensés. C'est ce qui est frappant, effectivement. C'est-à-dire, parce qu'ils me disent souvent que, bon, quand ils me disent ce genre de propos, c'est pour me faire réagir. Bon, souvent mon père me dit, reste pas ton gros cul assis sur ton lit à bouffer. Si on me dit ça, c'est pour que tu réagisses, histoire que tu te bouges, que bon. Et c'est vrai que je prends ça très mal, quoi. C'est vrai que quand je rentre, par exemple, quand je vais là-bas le samedi et que je rentre le dimanche c'est toujours dans ma tête, quoi. Le dimanche, le lundi, ça reste dans la tête, et j'arrive pas à m'en défaire. Donc, en arrivant, la première chose que je fais, je grignote, quoi. Mais bien sûr, mais parce que les parents ne sont pas là pour. Les parents sont dans de l'attention, dans de l'amour, dans de l'affection, qui ne passe pas par l'apparence physique de l'enfant. Et quand l'enfant présente, l'enfant, vous n'êtes plus un enfant, mais vous restez leur enfant, leur fille. Et donc, les paroles extrêmement blessantes, méprisantes de votre père ne peuvent que vous affecter. Comment voulez-vous? Donc, et surtout que ces paroles, elles se sont répétées et répétées. Donc, si vous voulez, quand un enfant présente des difficultés à un moment de poids, on peut l'aider. S'il commence à prendre du poids, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, bon. Mais jamais l'attaquer comme ça. Et de toute façon, lui faire comprendre que ça n'enlève en rien l'affection, l'amour qu'on lui porte, et que ça ne lui enlève en rien la valeur qu'il a. Et surtout pas venant de ses parents. Voyez. Donc c'est pas ça qui fait avancer, bien au contraire. Au contraire, tout est d'une violence. Il y a Kojak qui dit vous êtes vraiment le souffre-douleur, il vous infantilise. Encore beaucoup de messages, parce que bon, il y a
Il y a beaucoup de... Alors, il y a l'ami Tintin qui dit à propos des femmes fortes, il dit, regardez Marianne James, elle est forte, mais elle dégage beaucoup de charme. Donc, ne vous laissez pas non plus enfermer par ces images par rapport à cette violence que vous subissez vis-à-vis avec vos parents. Quelqu'un me dit, j'ai vécu à peu près la même situation avec ma mère, j'ai fait une analyse et maintenant, j'ai de meilleurs contacts avec elle. Poupik dit il faudrait qu'elle sorte du syndrome de Stockholm avec ses parents. First Lisa qui dit il faut vous éloigner de cette mère toxique et infantilisante et faire un travail pour vivre votre vie sans culpabiliser. Et puis j'ai également Jean-Claude qui dit avez-vous les moyens légaux de fuir ses parents qui vous font payer quelque chose de leur histoire? Et puis Kléber dit la curatelle donne parfois des pouvoirs à des personnes qui rêvent d'en posséder mais en sont incapables par eux-mêmes. Et puis il y a Is No Good qui dit avoir des parents aussi réducteurs qui refusent de vous voir grandir et vous affirmer en tant que femme, fuyez-les, revoyez-les à dose homéopathique et essayez de vivre un peu pour vous. First Lisa, et ce sera peut-être le mot de la fin, qui dit donnez-vous le droit de vous rebeller. Et encore une fois, je vous le répète, il va falloir quand même que vous soyez aidés. D'accord. Donc prenez rendez-vous et faites-vous aider. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous sentir un peu mieux, soutenu par une tierce personne, vous pourrez aussi le but c'est retrouver de l'estime en vous-même, retrouver confiance en vous et vous dégager de cette emprise familiale. D'accord, parce que moi en plus, c'est vrai que je me dis le regard d'un homme aussi sur la cicatrice que je vais avoir, là aussi, je pense que ça pourrait me poser un problème au niveau esthétique, quoi. C'est vrai que j'aurais peur qu'un homme me regarde avec mon corps avec une cicatrice comme je vais avoir, quoi. Donc là aussi, quoi. Ah non, mais là, la cicatrice, attendez, la cicatrice, là, il n'y a pas une cicatrice. La cicatrice, elle est pas. Vous en avez d'autres cicatrices, beaucoup plus importantes, invisibles, mais qui sont beaucoup plus problématiques. Vraiment. Il y a quelqu'un qui me dit il serait temps que Sonia sorte du confinement de sa cellule en béton. C'est Georges qui me dit ça. Voilà, parce que franchement, il est temps. Vous voyez aussi toute cette colère que vous n'arrivez pas à exprimer, vous la retournez contre vous, et tout ce qu'on garde en soi aussi, là aussi, dans cette prise de poids et tout. Vous pouvez alors certes vous manger, mais aussi toutes ces émotions que vous gardez en vous. Il serait temps à un moment de vous révolter, de vous mettre en colère, parce qu'on vous a fait suffisamment de mal, Sonia. Donc il faut apprendre aussi. À dire non à un moment. C'est vrai que c'est... D'accord. Donc allez faire cette intervention. D'accord. Et après, ce sera le début de commencer à prendre soin de vous. Enfin. D'accord. Ok. Voilà. Et quant à votre mère, je vous dis, vous êtes la patiente du médecin. Et c'est pas votre mère la patiente, et c'est certainement pas votre mère qui décidera pour l'hystérectomie ou pas. Et ça, vous en parlez avec le médecin. Et vous êtes jeune, vous avez 35 ans, donc l'avenir reste ouvert. D'accord. Ok. Bon, je vais faire comme ça alors. Ouais. Bon courage, Sonia. Merci. Mais la priorité, c'est vraiment de reprendre une thérapie. D'accord. Bon courage. Merci au revoir. Beaucoup, Caroline. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Franck. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir au téléphone. Mais moi aussi. J'ai besoin d'un point de vue, j'ai besoin de comprendre un peu une situation qui est pour moi un peu délicate. Oui. Je suis divorcé depuis un peu plus d'1 an. Et puis j'ai voulu tout de suite reconstruire. Sentimentalement, pour moi, c'est quelque chose de très important dans ma vie, le sentimental, et j'ai tendance peut-être un peu d'être rêveur. Et donc, j'ai vécu
quelques histoires. Et puis j'en ai vécu une qui m'a permis un peu de tout bousculer, de tout changer, de changer de vie, de changer de travail, changer de région, un peu oublier le passé pour tout changer. Pardonnez-moi, vous pouvez un peu parler moins près du combiné, s'il vous plaît, parce que oui, ça... d'accord. Voilà, merci. Donc pour tout changer, pour être... pour changer de région, pour recommencer une nouvelle vie. Et donc, il s'avère que cette solution, cette histoire est très compliquée. Parce que je vis avec une personne, pourtant que j'ai des sentiments pour elle, mais c'est une personne qui s'est rendue compte qu'elle n'est pas du tout faite pour la vie de couple. Et en plus de cela, c'est rajouté à ça... Ça veut dire quoi, ça, elle n'est pas faite pour la vie de couple? Elle se rend compte que finalement, parce qu'elle est également divorcée, elle se rend compte également que elle était mieux seule que de se retrouver en couple. Donc le problème, c'est que nous, on n'a pas trop vécu en couple avant, parce que comme il y avait la distance des kilomètres et tout ça, donc on l'a découvert au fil du temps. Au fil des mois, on a découvert que la vie de couple était très très difficile. Et puis en plus de ça, il y a quelques mois en arrière, une ancienne histoire, une personne avec qui j'ai partagé un moment très intense de quelques mois, a réapparu. Et elle est réapparue comme ça, vraiment par hasard, en envoyant un message pour voir comment ça allait. Et ça a tout chamboulé. Parce que le problème, cette personne-là, j'ai tellement vécu une histoire très fusionnelle et qui s'est terminée parce qu'elle a pris peur, parce que je suis quelqu'un qui s'engage rapidement, qui a envie vraiment de vivre pleinement. Donc qui n'a pas peur de tout bousculer. Et si on bouscule pas tout, moi j'ai l'impression qu'on m'aime pas. Et donc elle est réapparue. Elle est loin de moi maintenant. On a envie de se voir, mais j'ai pas la force. J'ai pas la force de la revoir parce que je sais ce qui se passera. C'est-à-dire on va se remettre ensemble. Mais moi, pour l'instant, je suis pas libre, mais je suis pas heureux. Et donc, c'est très difficile parce que vous avez d'un côté le choix du cœur, de l'autre côté le choix de la raison. J'ai beaucoup perdu dans mes histoires sentimentales, financièrement, psychologiquement. J'ai beaucoup souffert. Et là, je sais plus quoi faire. Je suis pris au piège. Je suis vraiment pris au piège entre la raison ou l'amour, voilà. Et je suis quelqu'un, très sensible. Et le problème, c'est que, il y avait que vous, ou quelqu'un d'autre, mais je voulais vraiment avoir un avis, un point de vue, pas sur ce qu'il y a à faire, parce que on est les seuls à décider, mais je sais pas, je veux pas dire qu'est-ce que vous ferez à ma place, mais voilà, c'est pas évident. Et non, moi je peux pas être à votre place, Franck. On n'est jamais à la place de quelqu'un d'autre. Mais bon, vous n'êtes pas heureux dans ce que vous vivez. En même temps, il y a cette femme qui revient dans votre vie et avec qui vous avez vécu une grande passion. Et vous avez peur de la revoir parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer. Oui. Si je comprends bien. Voilà, parce que comme on s'est quitté de façon très très dure, mais bon, c'est vrai que comme elle me dit maintenant, elle dit. Mais pourquoi vous vous êtes quitté ? Parce que je sais pas, d'un seul coup, on a basculé entre la passion et entre le silence.
elle a pris peur de l'engagement, elle a pris peur de ce que moi je voulais. Et donc, comme elle dit, j'ai eu mes torts, j'ai pas su en parler, je me suis renfermé sur moi. Et donc, j'ai pas réussi à rattraper la situation, même en essayant de parler, il y avait que moi qui parlais, et elle se renfermait de plus en plus. Donc, on s'est quitté comme ça, un peu comme une histoire qui est un peu inachevée. Mais c'est un peu l'impression que ça donne à chaque fois, finalement. Vous restez dans quelque chose... Moi, il y a une phrase que j'ai relevée qui m'a un peu frappée. Vous avez dit que si on ne bousculait pas tout pour vous, vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas. Oui, tout à fait, oui. Parce que quand je rentre dans une relation, je ne veux pas dire... allez, on habite ensemble et tout ça. J'arrive pas à passer d'une situation amoureuse à une situation, vous savez, étape par étape. On se découvre, on prend le temps. Moi, je veux tout de suite. Et c'est pas par envie. Je sais pas, j'ai envie de rêver tout de suite, envie de construire, envie d'habiter ensemble, envie de partager. Voilà. Alors, envie de construire ou parce que justement, est-ce qu'on construit comme cela? C'est la question que je me pose et au fil du temps, je me rends compte que oui. je fais à chaque fois les mêmes erreurs. Oui, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se répète. Oui, voilà. Le problème, c'est qu'à chaque fois, la situation se détruit. Là, j'ai tout quitté. J'ai retrouvé du boulot, tout ça. Mais bon, là, c'est vous qui avez tout quitté et pour une femme qui finalement vous dit qu'elle n'est pas prête à vivre avec vous. Oui, mais elle le dit une fois qu'on habite ensemble. Donc, quand vous quittez tout, mais alors, pour le moment, elle dit qu'elle n'est pas prête à vivre avec vous, mais vous vivez ensemble. Oui, on vit ensemble, mais. Mais alors, ça ne se passe pas bien. Ah non, elle n'est pas. Qu'est-ce qui ne se passe pas bien? Disons qu'il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup d'incompréhension. La vie quotidienne est très lourde. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse et pourquoi, selon vous, il y a combien de temps? Il y a que 8 mois. Oui. Et déjà, en 8 mois, vous n'êtes pas heureux l'un et l'autre. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous n'êtes pas heureux ensemble? Déjà, il y a très peu d'intimité. Il y a très peu de partage. Moi, j'ai besoin vraiment de vivre dans une relation de partage où on a des projets ensemble, où on a des envies ensemble. Et ça c'est très compliqué de le vivre. De le vivre, tout simplement. Les projets, il faut vraiment aller à l'arrache pour essayer de les créer. C'est très compliqué. Et en plus de ça, c'est rajouté, c'est que on s'est acheté une maison ensemble parce que c'est un peu son envie et puis moi aussi. Donc comme je vous dis, croire aux contes de fées. Et donc... Mais oui, mais justement, est-ce que vous n'avez pas voulu, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas trop de précipitation? Oui, non, mais sûrement, mais quand vous êtes qui se heurte au quotidien. Voilà. Le problème, c'est quand vous êtes un peu... Les contes de fées, vous savez bien que c'est au moment où, justement, l'histoire s'achève, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, on aimerait la suite, là, après. C'est là où... oui, après, qu'est-ce qui se passe, concrètement? Oui. C'est avant... Le prince, le chevalier, il conquiert beaucoup d'épreuves pour conquérir il surmonte beaucoup d'épreuves pour conquérir le cœur de sa belle. Mais bon, alors tout ça est très palpitant et tout, mais après... Oui, mais après, des fois... Parce que finalement, vous êtes restés 8 mois ensemble, on est dans le temps de la passion, justement de la découverte, de l'exaltation, Et puis après... Tout ça, il y a... Bizarrement, il n'y a pas trop eu. Vous voyez, ça a été vraiment... je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment une relation... Pourquoi vous vous êtes engagé alors? Parce que j'avais besoin de changer. Moi, j'avais besoin de changer de vie, de changer du passé. Et puis cette personne-là, je ne sais pas, je me suis attaché. J'avais envie
j'avais envie un peu d'être, je veux pas dire celui-là qui la rendrait heureuse par rapport à sa vie passée qui s'est terminée un peu en queue de poisson. J'avais envie de la rendre heureuse, tout simplement. Et puis voilà, je crois que à un moment donné, quand vous allez de l'avant, vous avez que des œillères, vous regardez pas vraiment les problèmes autour de vous, vous foncez et puis vous dites finalement on y va, on se lance et puis une fois lancé, Oui, mais je suis pas sûre que vous alliez vraiment de l'avant, parce que moi j'entends quelque chose qui se répète un peu et finalement cette femme qui revient dans votre vie, je suis pas franchement étonnée que vous hésitiez à la recontacter parce que à la revoir plus précisément. Parce que oui, vous vous êtes quittés de façon comme ça, assez brutale, assez violente. Alors vous pouvez vous retrouver de façon tout aussi passionnelle, mais pour finalement, que faire de cette relation ? Oui, surtout sur quelque chose. Voyez comment construire quelque chose avec une relation qui est comme ça, qui vous laisse un peu dans un sentiment de mal-être, de culpabilité, de malaise au fond. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça, de déménager, de tout quitter, oui. Ça demande tellement de force. Que et là pourtant 3 fois on a proposé de se rencontrer, mais à chaque fois à la dernière minute, et on peut penser que je joue sur les 2 tableaux, mais c'est pas le cas. J'ai pas eu la force. J'ai pas eu la force. Mais qu'est-ce qui fait que dans cette histoire vous avez toujours besoin de remettre votre vie en jeu Je sais pas. Ouais. Ma compagne actuelle me dit on a l'impression que tu joues au poker. Oui, ça donne, mais voilà. oui, mais c'est une image effectivement, mais qui est alors en même temps dans le poker. Quelle image, hein ? Oui. Parce que dans le poker, on bluffe aussi. Oui, et le problème c'est que je suis quelqu'un d'entier. Je suis pas, je ne triche pas, je joue pas avec les sentiments, mais je suis entier. Mais sauf que. Oui, mais elle vous renvoie quelque chose comme si il y avait eu tromperie. Entre finalement l'homme qu'elle a connu, rencontré, et puis celui qui partage aujourd'hui sa vie. Oui, tout à fait. Mais alors peut-être que dans votre désir d'être aimé, dans cette quête d'être aimé, vous êtes poussé à en faire beaucoup et à en faire trop. Vous avez tout compris. C'est tout à fait ça. Et dans cette personne qui revient vers moi, j'en ai trop fait. J'ai l'impression que vous en faites trop tout le temps, oui. Oui, mais je suis comme ça et j'en fais trop. Cette personne qui revient vers moi, un petit garçon, j'en faisais beaucoup avec lui et on s'entendait bien. La compagne que j'ai en ce moment a 3 enfants, je m'entends bien avec eux et je fais le maximum aussi. Oui, j'ai ce défaut-là de vouloir trop faire et à un moment donné, quand on est dans une histoire, on ne sait plus trop où on est. Mais c'est pour ça, je pense que vous êtes perdu vous-même. Finalement, il y a des histoires d'amour qui nous révèlent souvent à nous-mêmes. Et c'est ce que dit Salomon, là, qui envoie un message au 7 10 25. Il faudrait apprendre à vivre avec vous-même avant de construire un couple. Oui, et je pense peut-être un peu, vous êtes à la croisée des chemins en ce moment. Tout à fait. Et aller, je vous dis pas d'entamer une psychanalyse pendant 10 ou 15 ans, mais allez peut-être parler un petit peu de ce que vous traversez, de ces interrogations, de ces angoisses, de voir qu'est-ce qui vous pousse, pourquoi vous êtes dans cette quête comme ça, qui vous pousse à... je pense, moi, c'est que j'ai pas encore rencontré quelqu'un ou tout ça, où j'ai... Oui, mais ça, c'est un peu un leurre, parce que justement, tant qu'on est dans cet idéal, dans cette idéalisation de l'amour, vous devez avoir vous êtes dans... C'est un piège. Parce que finalement... oui, pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Au travail, je fais pareil. Je suis entier et je fais le maximum pour être... pour être bien, pour d'être vraiment entier, à la disposition, disponible. Voilà, c'est comme mon amour, j'en fais sûrement trop aussi.
Oui, ça n'a pas les mêmes conséquences. Hein. Oui, mais c'est dans tout ce que j'entreprends. Oui, mais en amour, vous dites, voilà, quand ça ne marche pas, vous vous raccrochez au fait en disant, vous vous consolez en disant, bon, ce n'était pas, c'était pas la bonne personne. J'ai pas rencontré, c'était pas l'amour, c'était pas celle qui me correspondait. Alors, certes, mais au fond, ça ne, dans cette phrase-là, qui fait partie aussi des idées reçues sur l'amour, très communément répandues, il n'y a pas de réelle remise en question. Et on court d'un amour à un autre, avec une idéalisation de l'amour, où il y aurait une personne, et seulement une, faite pour nous. Ce qui veut dire que finalement, on la cherche désespérément, on s'épuise, on épuise les autres, souvent, et on court après un leurre. Oui, bah c'est ça. C'est ça, c'est vrai qu'on s'épuise parce que ça demande de la force et des fois, cette force-là, on l'a plus. On l'a plus et quand on en a besoin, elle n'est plus là. Mais il y a quelque chose en vous qui demande, hein, c'est-à-dire il faut il faut que tout soit bouleversé, que tout se fasse un peu dans l'urgence, et puis finalement après, de cette urgence, ça devient un peu le chaos. Oui. Donc les choses peuvent se faire avec un peu plus de sérénité. Et l'amour peut se vivre aussi dans un peu plus de sérénité. Et pourtant, c'est de l'amour, mais il y a plusieurs façons d'aimer. Alors, je vais vous lire des réactions qui arrivent pour vous. Il y a Cathy qui dit « Vous voulez la passion et la projection, mais ça ne va pas toujours... ça ne va pas ensemble, dit-elle. » Le fou de Bassan dit « Le bonheur a besoin d'une chape bien ancrée dans la réalité. On ne bâtit pas avec des rêves. Apprenez à écouter aussi les besoins de votre partenaire. » L'ami Tintin dit « Quand on a construit une maison trop vite, forcément il y a des défauts. Soit on fait les réparations ou on recommence à construire à son aise. » Quelqu'un qui utilise l'image de la maison aussi, c'est Kojak qui dit « Franck, vous faites la déco. » Oh là là, qu'est-ce qui est embêtant cet ordinateur. Il faut que je revienne, attendez. Pardonnez-moi, c'est pénible. Vous voyez, moi je suis pas dans la maison, je suis dans l'ordi. Franck, vous faites la déco avant de construire les fondations. Trop de trop peut tuer l'amour. Il faut prendre le temps de se découvrir. Et puis Lali, elle revenait sur cette histoire, cette femme qui fait partie du passé, selon elle, qui doit pas être très bon. Colombo, il trouve que le son est pas bon, mais c'est le vent. Vous êtes dehors et il y a du vent. Voilà. Vous avez tout compris. Il y a First Lisa qui me dit « Mais faites quelque chose, Caroline. Fifi, faites quelque chose. Il est dans un scaphandrier ou quoi, Franck ?» Non, il n'est pas au fond des océans. Il est, je ne sais pas, dans une région où il y a du bon air. Vous êtes en Bretagne ? Oui, tout à fait. Ah, voilà, bonne pioche. Pourtant, je ne le savais pas. Donc, il y a beaucoup de vent, voilà, tout simplement. Bon, donc, non, je crois qu'il faut prendre le temps un peu de vous poser. Parce que là, d'autant plus par rapport à l'histoire que vous me racontez, Franck. Ça serait, vous voyez, cette femme qui revient. Alors, je comprends, c'est très troublant, mais compte tenu que vous avez déjà tout quitté pour vivre avec celle qui actuellement partage votre vie, ça fait seulement 8 mois. Il y a celle du passé qui revient. Si vous vous lancez là dans les deux, vous allez être complètement, je crains un peu à la ramasse, quoi. Peut-être que vous allez, à un moment, ça va s'éclaircir. Ça peut s'éclaircir assez, mais je pense, prenez le temps d'en parler avec quelqu'un. Vous le voyez, vous en ressentez le besoin d'ailleurs. Vous dites d'en parler avec quelqu'un de neutre, d'extérieur. Bon, là, c'est pas en parlant une fois à la radio que ça peut vous donner comme ça des clés. Allez voir quelqu'un. Donnez-vous le temps, quelques séances, le temps qu'il vous faudra, et peut-être que vous déciderez de rappeler cette femme de votre passé. Peut-être que vous avancerez avec celle-ci. Vous déciderez de rompre. Ça vous permettra d'avancer. Mais ne prenez pas de décision dans une situation où vous vous sentez perdu comme ça. Voilà. Parlez-en un petit peu avant. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Bonne chance, Franck. Au revoir. Merci. Passez une bonne soirée. Au revoir.
sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et tous vos commentaires, toutes vos réactions à ce même numéro. Si vous souhaitez nous rejoindre à tout moment, vous pouvez le faire au 39 21 choix 1. Vous pouvez également le faire via internet sur europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer des messages au 7 10 25 en les commençant par le mot nuit. Alors un message qui arrive pour Franck justement au 7 10 25 de Salomon qui dit: mais Franck, que cherchez-vous au juste à prouver, à démontrer? La sérénité personnelle stabilise la relation. Il y a Frédéric, lui, qui nous envoie un mail pour dire: il n'avance pas, notre ami, il fuit et il se fuit. Il n'est pas lui-même et il pense qu'il ne sera lui qu'avec l'autre idéalisé, une personne qui nous réalisera. Elle nous dit Frédéric. Allez, on va passer un petit peu de musique et après nous retrouverons Najette. Agnès Obel, Riverside. Bonsoir Najette. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous les auditeurs. Moi, mon sujet est complètement différent des autres sujets de l'amour et peut-être qu'il a un rapport avec l'amour aussi. Oui. C'est l'histoire de mon rapport avec l'argent. Oui, c'est intéressant. C'est une histoire qui, c'est vrai, qui m'intrigue et que je n'arrive pas à comprendre. Mais je suis convaincue qu'il y a quelque chose dessous de tout ça et j'aimerais bien qu'on m'aide à comprendre. C'est comme si d'un côté j'ai un gisement d'argent. Quand j'en ai, je dépense mais sans compter. Oui. Est-ce que c'est de l'insouciance? Je ne pense jamais au lendemain. C'est comme si je vais mourir demain et il faut que j'assouvisse mes envies aujourd'hui. Oui. Surtout quand j'en ai. Quand j'en ai, je ne compte pas mes enfants, mes amis, moi. Mais alors que il y a des fois où je suis bien coincée, mais je trouve toujours comment j'ai des amis, j'ai ma famille, et je travaille beaucoup aussi. Je ne veux compter sur personne. Donc cette relation que j'ai avec l'argent m'intrigue. Mais vous ne dépensez que l'argent que vous avez, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas trop à découvert, enfin vous ne vous mettez pas... Si, aussi, il m'arrive. D'accord, cela vous arrive, mais c'est pas régulier, parce que vous dites quand j'en ai, je dépense sans compter, ce qui sous-tend que lorsque vous en avez moins, ou bon, là vous savez vous réguler. Non, j'ai appris. D'accord. Mais à un certain moment, je m'étais mise en danger. D'accord. Mais j'ai trouvé comment m'en sortir. De quelle façon? Mes amis, ma famille. C'est-à-dire? À chaque fois que j'emprunte, par exemple, même mon banquier, il sait que je gagne tant. Et je trouve un moyen pour m'en sortir des difficultés de l'argent, mais quand j'en ai, j'avais travaillé, j'ai eu des participations que j'ai débloquées, et je dépense tout. Tout. C'est comme si ça me brûle les mains. C'est comme si je l'aime et je le déteste. D'accord. Vous avez une relation très ambivalente avec lui. C'est très ambivalent, oui. Est-ce que ça a une signification? Oui, parce que vous dites, au fond, moi je vais aborder un thème très différent que celui dont on a parlé là, l'amour. Oui. Et puis vous avez dit d'ailleurs de vous-même, ça a peut-être un lien. Oui. Parce qu'au fond, quand on parle d'amour, il y a de l'ambivalence souvent. Donc dans le lien qu'on a avec l'argent, il se construit aussi dans ce. Alors il y a plusieurs facteurs, mais dans la relation qu'on a parfois au manque. Un manque affectif, comme si parfois l'argent pouvait venir combler cela.
On le voit parfois dans la question des héritages, où ceux qui se pensent au moment des héritages, on voit comment dans les familles on peut se déchirer pour parfois des peccadilles, même si l'héritage est vraiment pas important, mais comme si les enfants s'estimant lésés, ayant eu moins leur part d'amour que d'autres, réclamaient à ce moment-là leur part du gâteau, entre guillemets. Alors il se construit aussi, la relation à l'argent, ça se construit aussi dans, évidemment, la façon dont nos propres parents se comportaient vis-à-vis de l'argent. Non, on était je suis issue d'une famille nombreuse, on était toujours juste. On n'avait pas beaucoup d'argent, énormément d'argent. Oui. Mais on a, c'est vrai, un héritage qui ne vient toujours pas, parce qu'il y avait une mainmise dessus, il y avait une prescription, il y avait je ne sais quoi. Mais dans votre famille, ça vous étiez juste, c'est-à-dire avec quand même c'est-à-dire vous avez eu le sentiment, vous enfants, de manquer, pas de manquer de l'essentiel peut-être. Non, on n'a pas manqué, et j'ai toujours j'étais encore au lycée, je travaillais, donc j'ai toujours voulu ne dépendre de personne, et toujours j'ai travaillé un peu en été pour avoir mon argent de poche, donc je ne voulais pas demander à mes parents. Et, alors quand vous dites qu'il vous brûle les doigts, vous dites que vous l'aimez autant que vous le détestez. Quand on dit il me brûle les doigts, parfois on l'aime. On parle parfois de l'argent sale, l'argent qui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond cet argent que vous gagnez, vous ne le méritez pas? Non. Quand je dis qu'il me brûle les mains, c'est-à-dire quand j'ai même 500 €. Je peux les dépenser en une journée. En une journée? Oui, je peux aller me faire plaisir, acheter, prendre taxi, aller au restaurant, aller avec moi et avec ceux que j'aime. Mes enfants m'en demandent, je donne, sans rien chercher à comprendre. Donc il me brûle les mains parce que c'est comme s'il ne reste pas, il ne va pas rester dans mon portefeuille, dans ma main, voilà pourquoi je dis il me brûle les mains. Mais je l'ai toujours gagné honnêtement, j'ai travaillé dur, je n'ai jamais voulu être assistée, donc j'ai gardé des enfants, des personnes âgées, j'ai travaillé dans la presse, j'ai travaillé, donc j'ai... Et vous avez dit aussi cette sensation, vous dites au fond, dépenser comme si vous alliez mourir demain. Oui, et c'est comme si j'ai un gisement. Il n'épuisera jamais. Que voulez-vous dire par là? C'est comme si j'en utilise, c'est comme si pas inconsciemment, c'est comme si il y en aura demain. Je n'ai pas peur de manquer. Parce qu'au fond, vous êtes toujours débrouillé pour en avoir, finalement, Najette. Oui. Parce que même avec ce fonctionnement particulier, ce rapport particulier à l'argent, vous ne vous êtes jamais retrouvé sur la paille. Je me suis trouvée sur la paille, mais j'ai trouvé des gens qui étaient là pour m'emprunter. Oui, mais alors vos amis pourraient se lasser, votre banquier aussi, Pas du tout. Alors comment faites-vous? Vous allez nous expliquer, vous avez un pouvoir de persuasion. Je ne sais pas. Non, parce que ça semble quand même assez récurrent dans votre... Tout le monde sait que je me débrouille. Vous remboursez déjà vos dettes. Voilà. Déjà. J'ai une femme de parole. Donc, voilà. Donc il y a ça. Oui, ils vous prêtent de l'argent, d'autant mieux qu'ils savent que ils seront remboursés. Parce que j'inspire confiance, parce que on me fait confiance et
Et je suis quelqu'un de parole, une femme de parole, oui. Oui. Mhm. Mais alors, si vous pouvez dépenser 1500 euros en une journée, effectivement, la suite va être compliquée. Donc, ça vous plonge quand même dans un état un peu de stress. Oui, je me plonge dans un état de stress, mais je sais que le lendemain, ça ira mieux. Ça ne dure pas longtemps. Non, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, et parfois, j'ai une rentrée d'argent que je n'attends pas, qui vient, ou si je demande à quelqu'un, ou si quelqu'un voit, il est là. Les gens sont toujours là pour moi. Mais si j'entends bien, c'est vous faites plaisir à vous, mais vous faites beaucoup plaisir à votre entourage. C'est vrai, oui. Davantage à votre entourage qu'à vous-même ? Autant. Autant, vous ne vous oubliez pas dans l'histoire. Non, je ne m'oublie pas. J'aime beaucoup me faire plaisir et je me dis, c'est comme si aussi je vais mourir demain. Oui, c'est vrai. Est-ce que donc il n'y a pas de culpabilité à dépenser comme ça des sommes importantes ? Parce que je n'ai pas de culpabilité parce que c'est mon argent. Donc finalement une relation j'allais dire pas trop névrotique au fond, puisque c'est pas à vous entendre, vous assumez. Oui, j'assume. C'est ça, au fond. Je veux dire, vous êtes dans une relation, particulière, certes. Vous dépensez, vous êtes plus cigale que fourmi, mais vous l'assumez. C'est-à-dire que ça vous plonge pas dans des abîmes d'angoisse, de culpabilité. Non. Non. Mais je voudrais savoir, est-ce que ça cache quelque chose, Bon, c'est vrai que forcément. J'ai eu beaucoup d'amour dans mon enfance. C'est comme l'amour aussi que j'ai eu. C'est comme si aussi c'est un gisement. Le gisement me revient toujours à l'esprit. Gisement d'amour, gisement d'argent, gisement... Donc un puits sans fond. Voilà. Vous n'en manquerez jamais, selon vous. Oui, j'ai cette impression-là. Ça vous donne ce sentiment de sécurité, ça me donne au fond. Ce sentiment, alors que beaucoup me font, quand je vois les autres, comment ils pensent au lendemain, c'est comme si moi, ça ne me regarde pas. Le lendemain, il sera bon, il sera peut-être meilleur, peut-être que... Je ne sais pas. Mais vous avez raison, parce que au fond, il y a des personnes qui tout en gagnant de l'argent, n'arrivent pas à le dépenser, et non pas par radinerie, comme on pourrait le penser, mais parce qu'ils ont peur. Voilà, et peur qui n'arrivent pas à être dans le plaisir. Ils ont peur, et c'est aussi il y a cette absence d'assise, absence de sécurité intérieure, et l'argent vient leur procurer cette sécurité intérieure. Donc parfois on fait des interprétations un peu hâtives, de penser qu'une personne qui est un peu fourmi est radine. Pas forcément, hein. C'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui a du mal à dépenser, et parce que finalement l'argent, le fait d'avoir comme ça un pécule, d'en mettre de côté, rassure cette personne, et on retrouve parmi ces personnes des personnes qui ont eu un peu des carences affectives. Donc, alors on peut trouver à l'inverse aussi chez des personnes qui ont eu des carences affectives, à l'inverse des personnes qui vont un peu jeter l'argent par les fenêtres, qui vont être aussi très très cigales, hein, parce que ça peut être une façon de combler ce manque autrement, finalement, par l'argent. Vous voyez, les mêmes causes peuvent produire des effets très différents.
Oui. Alors il y a First Lisa qui dit, et pour vos vieux jours, qu'avez-vous envisagé finalement? Parce que c'est vrai que parfois c'est là où on devient un peu plus sage. Parfois on se dit bon, il y a un moment où on claque un peu comme ça. Certains, ça dépend de la personnalité. Puis parfois on se dit bon, il faut quand même que l'âge devienne peut-être un peu raisonnable et que j'en mette un petit peu de côté. J'attends ce jour-là qui n'arrive pas. C'est comme si je vais mourir demain, je vous dis. Oui, oui. Alors il y a le subversif qui a une interprétation intéressante qui dit vous épuisez la banque pour que la banque et ses créditeurs vous prouvent qu'ils vous aiment. Et Non, oui, finalement. Et ils sont toujours là pour vous, donc ils vous aiment. Oui, c'est vrai. Je lui ai dit une fois, bon, vous avez dit que vous êtes l'ami financier. Vous allez être mon ami aujourd'hui. Mais n'empêche que, écoutez, vous savez vous y prendre parce que votre banquier répond toujours présent. Oui, c'est vrai. Hein? Donc bon. C'est ce que dit Cathy d'ailleurs. À part le poids que vous éprouvez, je ne vois pas finalement où est le problème. Et d'ailleurs, même vous, au fond, il y a même pas trop de poids. C'est que vous voulez essayer de comprendre à quoi c'est lié. Vous avez dit vous-même, il y a cette espèce de c'est il y a pas de crainte parce que vous vous dites que vous n'en manquerez pas comme cet amour que vous avez reçu et dans lequel vous pouvez puiser indéfiniment. Bon, quelqu'un m'avait dit que peut-être parce que j'ai des enfants sur qui je peux compter, j'ai dit non, même sur mes enfants, je sais qu'ils seront là. Mais je ne pense même pas à mes enfants, que Dieu les garde et que Dieu, parce que quand j'étais licenciée, on m'a donné une bonne enveloppe, et j'ai aidé mes enfants, je ne pense pas à après. Vous êtes dans le présent, oui. Vous voulez voilà, profiter de l'instant présent. Bon. Donc, écoutez, pourquoi pas? Parce qu'à partir du moment où vous le vivez bien, c'est ce qui compte. Hein. Oui, c'est vrai, je le vis bien, mais est-ce que parce que je le vis bien, je veux savoir qu'est-ce que ça cache? Est-ce que je fais un problème alors qu'il y en a pas? Ce qui est important, c'est important de comprendre finalement pourquoi il y a toujours des raisons bien sûr conscientes et surtout inconscientes dans notre, je vous dis, la relation à l'argent et comme tout autre il y a beaucoup d'enjeux derrière tout cela. Oui. Mais ça peut être important de se pencher dessus quand ça nous met en difficulté, quand ça nous met en danger, si vous étiez vraiment dans une situation à découvert que vous dépensiez de l'argent que vous n'avez pas. Oui. Que votre banquier vraiment ne voulait plus, vous disiez bon maintenant ça suffit, je ne vous suis plus, que ça vous mette à dos certains de vos amis, que vous voyez que ça ait des répercussions vraiment problématiques avec dans votre entourage. Mais ce n'est pas le cas. Donc après tout, à quoi bon? Vous jouissez de l'existence. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt jouissif de vous entendre dans cette période de contexte économique sinistre. Et vous dites, voilà, vous ne le volez pas cet argent. Vous gagnez votre vie, vous faites en sorte, vous faites plaisir. Voilà. On a peur du lendemain, on est replié, écoutez, vous faites plaisir à vos proches et avec beaucoup de liberté. Comme dit First Lisa, elle trouve que vous avez beaucoup de charme, mais c'est vrai que ça fait du bien à entendre. Hein. Bon, tant mieux alors. Et si quelqu'un a besoin, moi je peux être là. Pour négocier auprès du banquier. Ça, écoutez, oui, vous avez une force de conviction, de persuasion, ça, certainement. Vraiment. Hein, ça c'est certain.
Bon, Merci, écoutez, merci. mais c'est Alors, moi qui vous remercie de votre Je vous en appel. prie. Au revoir, Najette. Allez, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. James Blunt, So Far Gone. On accueille maintenant... Est-ce que j'avais pas des petits messages si à lire au 7 10 25? Eridan qui dit: le fait que l'argent s'envole de vos doigts, Najette, quand vous en avez, prouve qu'il n'a pas de pouvoir profond sur vous. Vous êtes un couple libre, en fait. C'est assez juste. Le suricate qui a fêté son anniversaire, alors je crois que c'était hier, hein. Bon anniversaire à vous, cher suricate, qui dit: mes grands-parents sont décédés en ayant économisé toute leur vie sans vraiment en profiter. Alors, carpe diem. On accueille maintenant Franck. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors, vous m'appelez parce que vous êtes quelqu'un de timide. Oui, Hein beaucoup, oui. Qui manque un peu d'assurance. Et vous dites que ça vous empêche de trouver un emploi. Ça va jusqu'à oui. ce point-là. Oui, en fait, déjà bonsoir. Oui, dès que je me trouve soit dans la rue ou soit avec des personnes que je ne connais pas, ou même des fois des gens que je connais, je n'arrive pas trop à communiquer. Oui. Et je me renferme beaucoup et ça me bloque. C'est vrai, ça me bloque. Et en fait, je sais pas quoi faire. Et Alors, oui. Et en fait, ça joue un peu aussi sur ma vie de couple, on va dire, et voilà. Et alors, vous êtes très jeune, hein, puisque vous avez 22 ans. Oui. Donc déjà, on va voir au niveau de l'emploi. Vous avez fait des recherches qui n'ont pas abouti jusqu'à présent, et vous pensez que c'est votre timidité dans les entretiens qui fait que vous n'êtes pas retenu. Oui, c'est ça en fait. J'ai fait des, comme vous m'avez dit tout à l'heure, des recherches et chaque fois que j'envoie mes CV, que je donne mes CV ou mes lettres de motivation, en fait, ça bloque quoi. Je bloque, et même quand je les donne dans des magasins ou d'autres entreprises, ça bloque. J'arrive pas, on va dire, à me vendre, on va dire. Je n'arrive pas du tout en fait. Et les gens doivent peut-être penser que j'ai pas envie de travailler quoi. En fait, oui, que vous n'êtes pas suffisamment motivé. Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent penser ça, alors que ce n'est pas la réalité, mais non, vous pouvez donner ce sentiment-là parce qu'au fond, la timidité peut parfois donner une drôle d'impression à l'interlocuteur. Oui. Vous cherchez dans quel domaine déjà, Franck ? Dans le manutentionnaire. D'accord. Et c'est tout. Donc là, vous n'êtes pas, c'est pas un métier où vous êtes en contact avec des clients, bon, ça c'est déjà. En fait, j'avais postulé pour des magasins d'une grande enseigne et là, je suis en contact avec des clients parce que bon, c'est du facing et automatiquement, je me dis, je vois les gens qui font ça, je vois qu'ils donnent des renseignements. Et moi, je me dis, je n'y arriverai pas. Au fond de moi, je me dis ça. Et je convainc les gens de dire oui, j'y arriverai. Et en fin de compte, non. Donc, ça pose vraiment un énorme problème, quoi. Et en fait, je crois même que j'ai peur un peu des gens. J'ai peur des gens, en fait. Et je me dis, ils peuvent me juger et je ne saurais pas quoi faire pour me défendre. Donc... Vous avez eu déjà des jugements comme ça de valeur sur vous, Je ne crois pas, non, je ne pense pas. Si j'en ai eu, j'ai peut-être pas fait attention ou j'ai eu peur de répondre. C'est fort possible, oui. Mais là, comme ça, je pourrais pas vous dire. Oui, vous n'avez pas un événement précis qui vous aurait marqué. Si, il y en a un. En fait, avec ma compagne, on a eu une petite fille
qui est né le 28 juin, excusez-moi, 2010. Et 2 mois après, on nous l'a retiré parce qu'on a accusé mon ami et moi de maltraitance et de comment je pourrais dire ça, de privation de soins. Donc ça m'a de plus en plus bloqué, alors que c'était faux tout ça. C'est totalement faux et à l'heure d'aujourd'hui, je la vois pas. Et donc c'est ça qui m'a aussi bloqué, qui m'a fait peur, qui me fait peur en fait. J'ai peur des gens à cause de ça. Donc, voilà. Et vous m'entendez ? Oui, je vous écoute. D'accord. Et donc, à partir de ce jour-là, je me suis de plus en plus renfermé. C'est pour ça que ça pose énormément de soucis. Effectivement, il y a une autre dimension parce que là, ça pose un autre problème de fond parce que si votre petite fille vous a été retirée pour négligence, maltraitance, vous évoquez la peur des gens, mais dans les faits, il y a eu, j'imagine, une enquête sociale, un juge des enfants, voire un procureur de la République. Je ne sais pas qui s'est occupé. Elle est placée dans une famille d'accueil. Non, dans une pouponnière. Oui. Mais en fait, avant, quand j'étais avec ma compagne, enfin j'y suis encore, mais quand j'étais avec ma fille... Parce que vous n'êtes plus avec cette... Si, avec cette jeune femme. Oui. Et quand j'avais ma fille, je me sentais bien, j'étais heureux. Et maintenant, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Donc, voilà. Oui, enfin, la timidité n'est pas apparue comme ça. Non. Hein, au début, si. Au début, excusez-moi, vous avez votre amie à côté de vous, hein? C'est oui. ça, j'entends les blancs, c'est ça, c'est elle qui est à côté et qui vous parle. Qui avait appelé, je précise, je crois, elle voulait parler de cette situation, je crois qu'elle avait cherché à appeler le standard pour parler de votre situation par rapport à votre petite fille. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et on lui avait un peu déconseillé parce que quand il y a une mesure comme ça qui a été prise, une décision de justice, c'est pas... la meilleure des choses d'en parler sur une antenne de radio parce que il y a quelque chose qui est en cours. Votre ami voulait dénoncer effectivement cette décision de justice qui lui paraît inacceptable, mais le dénoncer sur une antenne de radio n'est pas la meilleure des choses. Hein ? Puisque il y a une enquête, elle est pour le moment votre petite fille est placée. Alors après, reste à savoir. C'est vrai que c'est quand même. Moi, j'ai pas à me prononcer sur cela, puisque évidemment, je ne connais pas du tout le fond de l'histoire. Oui. Maintenant, par rapport à votre histoire. Cela dit, ça induit. Je suis un peu mal à l'aise parce que votre amie qui en a parlé ce soir n'a pas du tout évoqué ce problème. C'était elle qui au départ a appelé le standard. Et je trouve qu'elle aurait dû en parler. Vous voyez, je trouve qu'elle a été un petit peu... elle a un peu squeezé le débat ce soir. Je me permets de le dire. Hein. Je sais qu'elle est à côté de vous, mais elle a appelé à plusieurs reprises. On lui avait dit que évoquer la situation de votre petite fille n'était pas une bonne chose. Et ce soir, elle appelle pour parler de vous et de votre timidité. Et je trouve que là, elle a squeezé le débat. Je me permets juste de dire ça parce que je trouve... Voilà, c'est... Bon... Pour revenir à vous et votre difficulté à vous vendre, c'est toujours compliqué parce que ça implique 3 choses. Il faut déjà arriver à évaluer soi-même ce que l'on vaut et réussir à s'accorder une valeur, Franck. D'accord. Hein ? Donc il faut après soutenir cette évaluation face à un autre. Et il faut parvenir à ce qu'ils l'approuvent et la reconnaissent. Alors ça fait beaucoup. Parce que finalement, s'évaluer,
ça veut dire, ça renvoie à la façon dont on peut aimer ce que l'on est et arriver à s'accorder soi-même une valeur. Alors c'est compliqué, tout ça, parce que ça dépend de l'histoire que l'on a vécue. Et ça rejoint peut-être, là, certainement quelque chose d'assez complexe, au vu de ce que vous me décrivez. Oui. Votre histoire à vous. Oui, bien sûr. Ben, en fait, pour tout vous dire, ce qui s'est passé dans mon enfance, je m'en souviens plus, en fait. À partir de après 15 ans, oui, je m'en souviens, mais avant, plus du tout. Je sais plus ce qui s'est passé. Avant 15 ans, vous n'avez plus de souvenirs? Oui, avant 15 ans, je n'ai plus du tout de souvenirs. C'est très rare, vous savez ça? Oui. C'est très rare, Franck, de ne pas avoir de souvenirs avant 15 ans. Et c'est ce qu'on me disait aussi, tout ce que me disaient les gens, que c'était pas normal, quoi. Oui, c'est-à-dire 15 ans, c'est tard. 15 ans, normalement, on a des souvenirs beaucoup plus tôt. On a des souvenirs de sa petite enfance, on a des souvenirs de son enfance, donc ça implique quelque chose de particulier dans votre histoire. Alors, 15 ans, ça veut dire 15 ans, d'un coup, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, même vous n'en avez pas de souvenir, mais que vous a-t-on dit de votre histoire qui vous a élevé? En fait, j'ai été placé à l'époque, que je m'en souviens, j'ai été placé en foyer après c'est un trou blanc, c'est le trou noir en fait. Et donc je sais plus du tout. J'essaie de m'en souvenir et on me dit peut-être parce que j'ai envie d'enterrer des choses et j'ai pas trop envie de m'en souvenir, et moi je peux pas trop vous dire, quoi. Oui, mais je vous crois. Je vous crois, quand vous dites que vous ne vous souvenez pas, c'est qu'il y a quelque chose certainement qui est mis dans un coin de votre tête auquel vous n'avez pas accès pour le moment. Et quand vous me dites que l'on vous dit, c'est-à-dire quelqu'un qui vous suit actuellement sur un plan psychologique? Non, c'est un ami, des amis à moi, en fait. Il me dit ça. Et... Oui, je suis suivi par une personne, mais je lui en parle, mais difficilement, on va dire. Je lui en parle assez difficilement. Mais par rapport à votre petite fille qui a été placée là, c'est un juge pour enfants qui l'a placée? Oui. Oui. Le juge pour enfants, est-ce que avec peut-être les travailleurs sociaux, les éducateurs, est-ce qu'il y a des rencontres d'organiser? C'est-à-dire avec le juge? Avec le juge, oui. Mais j'ai eu oui, il y en a eu, oui. Mais très peu. Très peu. Très peu, oui. Et on ne vous a pas proposé, à l'un comme à l'autre, de faire un travail un peu sur vous-même, sur votre histoire, à vous? Non. Non, pas du tout, non. Non, mais je dis non, du sens où, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui me suit. On m'a conseillé, en fait. Excusez-moi. On m'a conseillé de faire un suivi psychologique. Oui. Oui, ça y est. Excusez-moi. Et j'ai commencé à le faire. Là, il y a pas si longtemps que ça. Vous avez commencé récemment? Oui. En fait, avant, j'en avais un, mais là, je l'ai plus. Le juge m'a conseillé de continuer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Oui, parce que ce qu'il y a de terrible dans ce qu'on entend dans votre histoire, Franck, c'est que vous-même, il y a une partie, tout un pan de votre histoire qui vous échappe pour le moment. Certainement, trop douloureux, trop compliqué, et voilà, la mémoire, quand il y a des choses comme ça, elle est bien faite, elle met ça dans un coin de la tête, et pour le moment vous n'y avez pas accès. Le travail que vous allez faire sur vous-même fait que il y a petit à petit
des choses qui vont revenir de vous-même. C'est difficile de vivre avec une partie de soi qui est un peu amputée. Ouais. Et là, le fait est que, comme vous dites, vous étiez heureux avec votre compagne, vous aviez une petite fille, cette petite fille vous est retirée pour négligence, pour maltraitance. Tout d'un coup, l'univers s'effondre, comme si l'histoire se répétait. Ouais. Hein, c'est-à-dire, vous qui avez été un enfant placé en foyer, Mhm. vous n'en avez plus souvenir, mais votre petite fille qui est un bébé, on vous l'enlève. Donc vous le vivez évidemment comme une injustice. D'accord. Mais si vous voulez, il n'y a pas forcément... on sait que parfois les parents rejouent avec leurs enfants ce qui s'est passé dans leur propre histoire et que ça peut empêcher l'enfant de se développer normalement. Ouais. Et qu'il est important, les juges pour enfants sont aussi là pour protéger les enfants. Mhm. Et que, avec un travail des parents, avec un travail entre ce qui est fait au niveau de la justice, le travail avec ce qui est fait par les éducateurs, les travailleurs sociaux, qui ne sont pas forcément contre vous, il est possible de sortir de l'ornière. Ouais. Mais en fait, je sais qu'ils sont pas contre moi. Ça, je l'ai tout à fait compris. Mais enfin, je sais qu'ils veulent m'aider. Mais je me dis, j'y arriverai un jour ou pas. C'est ça que je me pose. Oui, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Mhm. Vous êtes très jeune, Franck. Hein, vous avez 22 ans, donc je veux dire, il y a beaucoup de choses qui restent ouvertes à cet âge-là. Vous savez, beaucoup de choses restent possibles, peuvent encore bouger. Et vous pouvez tout à fait apporter, sortir, ne pas rester dans des zones d'ombre comme ça. Donc en travaillant votre histoire et évidemment et sortir de cette peur finalement, parce qu'on est bien au-delà de la timidité, Franck. On est dans la peur. D'accord. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes dans la peur. Oui, Hein? c'est vrai. Vous êtes dans une peur profonde et la peur, finalement, elle reste à définir. Qu'est-ce qui en vous fait si peur? Pourquoi les autres vous ont fait si peur? Qu'est-ce qui a été source d'effroi pour vous? Qu'est-ce qui vous a si profondément agressé? Qui fait qu'aujourd'hui, tout est source de danger potentiel. D'accord. Et ça, c'est inscrit en vous parce que même si vous n'en avez pas la mémoire, consciemment en tout cas, votre corps, lui, et même votre tête le garde d'une certaine manière. D'accord. Donc le travail que vous allez faire petit à petit, vous allez dans un endroit avec... vous avez commencé avec la personne, là, vous vous sentez... ça se passe bien avec la... Oui. Vous vous sentez en confiance? Oui. Oui. Oui, bien sûr, je me sens en confiance. Ça, c'est très important. Oui, je me sens, oui. Oui, vraiment en confiance. On sent, Franck, qu'il y a chez vous un désir d'avancer. On l'entend. Oui. Hein? Oui, j'ai envie, oui. Oui, on sent qu'il y a un désir d'avancer, un désir, et finalement que quand vous vous sentez en confiance, vous êtes tout à fait à même de parler de vous. Donc petit à petit, en parlant, vous allez voir, il y a des souvenirs qui vont émerger. Oui. Sans vous en rendre compte. Petit à petit, il y a des choses comme ça de votre histoire. Et donc, cette histoire, vous allez un peu vous l'approprier et vous allez comprendre d'où viennent vos peurs. Et puis finalement, en remontant le fil, quand on peut travailler sur ses peurs, on a moins peur. Et vous allez voir que au fil du temps, vous allez aussi vous approprier votre histoire et puis faire en sorte de pouvoir, je l'espère pour vous et votre compagne, à un moment pouvoir accueillir à nouveau cet enfant en travaillant, vous, votre histoire de parents. Oui. D'enfants avant tout, parce qu'il y a une histoire d'enfant derrière tout ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Donc,
Il faut vous accrocher à ce travail sur vous. Il y a des choses qui vont se décanter. D'accord. Voilà. Donc finalement, bon, je me dis en vous écoutant, elle a bien fait d'appeler votre amie. Parce que je crois... Oui, je la remercie beaucoup. Oui. J'étais un petit peu sévère au départ en disant, bon, elle a un petit peu biaisé, mais on a pu parler sur un autre plan et c'est ce qui compte. Bah, en fait, à la base... Bon, il faut qu'on se quitte là, D'accord. Franck, mais Oui. je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. D'accord. Bah bon, excusez-moi, je passe un petit message. Bah bonjour à tous les gens que je connais. Voilà. Au revoir, Franck. Bah au revoir, Caroline. Au revoir. Bernard Lavillier, Angola. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1 et tout de suite vous retrouvez Émilie Bonneau.